Avez-vous déjà songé que peut-être rien de ce qui vous arrive dans la vie n'est le fruit du hasard? Imaginez un instant que même le plus insignifiant des détails, comme un mot entendu par hasard dans la rue, une brève rencontre avec quelqu'un que vous ne reverrez jamais, ou ce retard qui vous a contraint à changer d'itinéraire, puisse receler un sens caché. Carl Jung pensait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une simple séquence chaotique d'événements sans rapport, mais un réseau vivant et dynamique de connexions invisibles. Il appelait ce réseau la synchronicité, un principe qui rompt avec la logique linéaire de cause à effet et nous invite à voir la vie comme un dialogue constant entre l'intérieur et l'extérieur. Nous ne sommes pas confrontés à un univers froid et indifférent, mais à une intelligence supérieure qui nous parle à travers des symboles, des coïncidences et des rencontres. C'est un langage secret, un langage qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des signes qui ne prennent sens qu'au croisement de notre expérience personnelle. Pensez à un moment de votre vie où quelque chose s'est produit de manière si improbable que le mot « coïncidence » vous a semblé inapproprié. Peut-être pensiez-vous à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années, et soudain le téléphone a sonné, et c'était bien cette personne. Ou peut-être avez-vous décidé de changer une habitude, de visiter un autre endroit, et à cet instant, vous avez rencontré quelqu'un qui, sans vous en rendre compte, a changé le cours de votre vie. Jung dirait que ces épisodes ne sont pas des accidents, mais des manifestations d'un ordre caché qui relie la psyché au cosmos. Pour lui, la vie est tissée par un fil invisible qui unit les circonstances extérieures aux besoins intérieurs, comme si l'univers conspirait pour révéler quelque chose à votre cœur à cet instant précis. Et si c'est vrai, combien de messages avez-vous ignorés simplement parce que vous les avez crus être de simples coïncidences? La synchronicité n'est pas un concept simple, car elle remet en question la pensée rationnelle à laquelle nous avons été habitués. Notre esprit est habitué à chercher des explications simples. Si quelque chose se produit, il doit y avoir une cause physique, mesurable et logique. Mais Jung nous prévient, certains événements ne peuvent être expliqués de cette manière, car leur lien ne relève pas de la causalité, mais du sens. C'est comme si deux événements totalement indépendants partageaient une même âme. L'un se produit dans le monde extérieur, l'autre vibre dans notre psyché, et ensemble, ils créent une révélation. C'est alors que le hasard cesse d'être un hasard pour devenir un destin. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose devait arriver? Combien de fois une succession de petites situations apparemment sans lien entre elles vous a-t-elle ouvert un chemin inattendu, comme si des mains invisibles organisaient les étapes que vous pensiez maîtriser seul? Jung croyait que, dans ces moments-là, l'inconscient communique avec le monde extérieur, projetant des symboles et des archétypes pour nous permettre de nous éveiller. L'archétype est une image primordiale, une forme universelle qui vit en chacun de nous et se manifeste dans les rêves, les mythes, les œuvres d'art et les rencontres. Lorsque vous sentez que quelqu'un est apparu dans votre vie au bon moment, lorsque vous réalisez qu'un événement vous a apporté exactement la leçon dont vous aviez besoin, c'est qu'un archétype est à l'œuvre. Imaginez-vous en train de traverser une forêt. Vous ignorez le chemin, mais soudain, vous tombez sur une pierre portant une marque étrange, puis sur une autre, portant la même marque, et plus loin, sur une troisième. Ces marques ne modifient pas le paysage, mais indiquent plutôt qu'un chemin caché guide vos pas. C'est ainsi que fonctionnent les synchronicités, ce sont des signes qui surgissent pour indiquer que la vie n'est pas une simple succession d'événements, mais un récit qui se dévoile peu à peu. Mais qui écrit ce récit? Est-ce Dieu? Est-ce le destin? Ou est-ce la psyché elle-même, en dialogue intime avec l'univers? Pour Jung, peut-être toutes ces réponses s'entremêlent, car il considérait la psyché non pas comme quelque chose de limité au cerveau individuel, mais comme une partie d'une réalité plus vaste, connectée à l'inconscient collectif que nous partageons tous. L'inconscient collectif est comme un océan profond où chaque être humain n'est qu'une vague temporaire. Nos rêves, nos intuitions et nos rencontres émergent de cette mer ancienne qui contenait déjà toutes les histoires de l'humanité bien avant notre naissance. Ainsi, lorsqu'on ressent une connexion immédiate et inexplicable avec quelqu'un, ce n'est pas seulement une alchimie ou une affinité de goût. C'est comme si deux vagues reconnaissaient appartenir au même océan et s'inclinaient l'une devant l'autre dans un silence respectueux. Ce sentiment de familiarité, inexprimable, est souvent le reflet de la mémoire archétypale que nous portons en nous. Et lorsqu'il se manifeste par des coïncidences significatives, Jung y voyait la preuve qu'un ordre psychique et spirituel imprègne la réalité. Maintenant, laissez-moi vous inviter à la réflexion, et si toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie étaient, d'une certaine manière, des messagers? Certaines vous apportent des leçons d'amour, d'autres reflètent votre douleur, mais toutes ont un rôle spécifique dans votre processus d'individuation, ce chemin vers la personne que vous êtes vraiment. Si tel est le cas, ignorer ces rencontres revient à déchirer les pages d'un livre écrit spécialement pour vous. Combien de pages avez-vous déchirées sans vous en rendre compte? Certains disent que croire à la synchronicité relève de la superstition. Jung, cependant,
nous invite à approfondir la question. Il ne parle pas de magie ni de divination à bon marché, mais d'une science de l'âme qui reconnaît les schémas symboliques. Il savait que l'inconscient nous parle par le biais de symboles, et que les symboles sont le pont entre ce que nous ressentons et ce que l'univers nous montre. Lorsqu'une même image se répète dans différents contextes dans un rêve, une conversation, une rencontre, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient qui insiste, attirant notre attention sur quelque chose qui mérite d'être vu. Vous êtes-vous déjà demandé combien de messages vous avez manqué à cause de votre distraction? Nous sommes constamment pressés, immergés dans nos écrans, perdus dans nos soucis, et nous oublions que la vie nous parle à voix basse. La synchronicité est rarement criante. Elle arrive comme une mélodie lointaine, comme une scène qui se répète, comme une phrase qui résonne. Et si vous ne vous arrêtez pas, ne respirez pas et n'écoutez pas, vous pourriez ne jamais réaliser que vous êtes appelé. Mais si vous vous arrêtez, si vous ouvrez les yeux de votre âme, vous commencez à percevoir un schéma. C'est comme lorsqu'on apprend un nouveau mot et que soudain, ce mot apparaît partout. L'univers n'a pas changé, mais votre perception, si. Jung croyait que lorsqu'on s'éveille au langage symbolique de la vie, celui-ci commence à révéler des secrets jusque-là cachés. Imaginez maintenant que vous traversez une période difficile. Vous vous sentez perdu, sans but. Et, à cet instant, vous croisez quelqu'un qui vous dit une phrase apparemment simple, mais qui touche précisément la blessure que vous cachiez. Ou peut-être trouvez-vous un livre oublié sur une étagère qui répond à une question que vous ne pouviez pas formuler. Pour Jung, c'est l'univers qui vous parle, vous montrant qu'il n'y a pas de séparation absolue entre l'intérieur et l'extérieur. La vie parle à travers les gens, les rencontres et les symboles. Mais sommes-nous prêts à l'écouter? Reconnaître la synchronicité implique une profonde responsabilité. Car, dès lors que l'on accepte que rien n'arrive par hasard, on accepte aussi que chaque événement exige une réponse consciente. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles, mais d'apprendre à interpréter les signes. Il s'agit d'examiner chaque rencontre avec la question: qu'est-ce que cela révèle de moi? Quelle part de mon ombre est illuminée en ce moment? Quel archétype se manifeste à cet instant précis? Jung savait que cette quête n'était pas confortable. Après tout, bien des rencontres, apparemment significatives, ne viennent pas nous apporter la paix, mais la ravir. Parfois, la personne qui entre dans notre vie au bon moment ne vient pas pour nous offrir de l'affection, mais pour nous confronter à des vérités que nous refusions d'affronter. Et c'est dans ce choc que la synchronicité révèle son visage le plus intense. Car il ne s'agit pas de romance ou de beauté, mais d'éveil. La vie ne nous envoie pas que des miroirs agréables, elle révèle aussi nos difformités intérieures. Alors, réfléchissez à deux fois. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui a changé votre vision du monde? Combien de fois une rencontre inattendue a-t-elle rouvert une vieille blessure dont vous ignoriez l'existence? Jung dirait que ces moments ne sont pas des tragédies personnelles, mais des clés de l'individualisation. Ce sont des signes que l'univers a décidé que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Et, aussi douloureux que cela puisse être, refuser cet appel, c'est se refuser soi-même. Au final, la question qui se pose est à la fois simple et complexe: croyez-vous que les personnes que vous croisez sont là par hasard ou parce que l'univers a un message pour vous? C'est la provocation que Jung laisse résonner en nous. La synchronicité ne demande pas de croire aveuglément, mais d'observer. Observez attentivement, avec présence, avec courage. Car une fois que vous aurez commencé à percevoir les signes, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière. Et peut-être, en vous remémorant cette prochaine rencontre inattendue, ressentirez-vous la certitude de ne pas être seul, que quelque chose de plus grand guide vos pas. La synchronicité n'est pas seulement un concept psychologique. C'est une invitation spirituelle, un appel profond à reconnaître que l'âme du monde dialogue avec la vôtre. Et lorsque vous choisissez d'écouter, tout se transforme. Il y a des moments où quelqu'un entre dans notre vie et semble porter en lui un pouvoir inexplicable qui nous touche de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de sympathie, ni de simple affinité. C'est quelque chose de plus profond, qui peut être charmant ou inconfortable, mais jamais neutre. Cette personne éveille des émotions intenses, souvent disproportionnées par rapport à la durée de notre connaissance. Un regard, un mot, un geste suffisent, et nous avons l'impression que quelque chose en nous a été touché. Carl Jung disait que ces rencontres révèlent la dimension la plus mystérieuse de la psyché, la capacité de projeter sur l'autre tout ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. L'autre devient un miroir vivant, reflétant nos vertus cachées et nos blessures refoulées. Imaginez rencontrer quelqu'un que vous connaissez à peine et qui ressent déjà un mélange de fascination et de résistance. Soudain, cette personne provoque en vous une irritation inexpliquée, ou un attachement immédiat inexplicable. Parfois, c'est de l'attirance, parfois de la répulsion, mais toujours accompagné du sentiment d'une réalité cachée. Jung pensait que cela se produit parce que l'inconscient utilise l'autre comme un écran de projection, révélant des aspects cachés de nous-mêmes.
L'autre devient le théâtre où nos ombres jouent ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et c'est pourquoi certaines personnes, même inconnues, nous marquent tant, elles réveillent des êtres profonds jusque-là endormis. Pensez à des situations simples du quotidien. Un collègue qui déclenche sans effort en vous un sentiment d'infériorité. Un voisin qui suscite une colère qui semble exagérée pour une chose aussi triviale. Ou même un inconnu qui croise votre chemin, sans dire grand-chose, laisse une trace profonde dans votre mémoire. Jung appelait ces complexes l'activation, des noyaux émotionnels de l'inconscient qui émergent lorsqu'un archétype est touché. Ce que vous ressentez pour autrui en dit souvent plus sur vous que sur lui. C'est la fonction miroir des relations humaines. Mais le miroir ne nous montre pas toujours ce que nous voulons voir. Souvent, il révèle l'ombre, tout ce que nous refoulons, cachons et nions. Ressentir de la jalousie, de l'envie ou une colère démesurée est le signe que l'autre a touché un angle mort. Et c'est là que réside le mystère, l'autre n'a pas conscience du rôle qu'il joue. Souvent, la personne qui nous touche le plus ne fait qu'exister. Pourtant, elle devient le déclencheur qui ouvre la porte de notre inconscient. Jung disait que l'ombre est comme une valise que nous portons sur le dos sans nous en rendre compte. Lorsque quelqu'un apparaît et nous présente ce miroir, la vision peut être douloureuse, mais aussi libératrice. Jung pensait que les rencontres les plus difficiles sont aussi les plus transformatrices, car aucun autre instrument ne révèle l'ombre aussi clairement que le regard humain. Il n'est pas rare que la projection prenne des formes inattendues. Une personne que vous admirez profondément peut en réalité refléter des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore perçus. La grandeur que vous percevez chez l'autre est aussi la vôtre, mais projetée vers l'extérieur, car votre conscience ne l'a pas encore intégrée. De même, une répulsion exagérée est souvent le signe que vous rejetez en vous ce que vous critiquez chez l'autre. C'est la dualité de la projection, la lumière et l'obscurité sont projetées vers l'extérieur jusqu'à ce que nous soyons prêts à les accueillir en nous. Jung utilisait souvent des images mythiques pour illustrer ce phénomène. Il voyait dans chaque rencontre humaine la reconstitution de drames archétypiques antiques, le héros affrontant son ennemi, l'amant découvrant le miroir de la passion, le disciple apprenant du maître. Dans chaque visage qui nous touche, un mythe est raconté. Et, comme dans les mythes, la tension n'est pas accidentelle, c'est une convocation. L'archétype de l'ennemi, par exemple, ne semble pas vaincu extérieurement, mais révèle le combat que nous menons intérieurement. L'archétype de l'amant émerge non seulement pour nous offrir du plaisir, mais aussi pour refléter le désir de reconnecter des fragments de notre propre âme. En y regardant de plus près, on constate que la vie regorge d'exemples de confrontation avec soi-même. Un couple amoureux découvre, après l'intensité initiale, que leur plus grande dispute révèle les blessures de l'enfance de chacun. La mère qui ne supporte pas la rébellion de son enfant est souvent celle-là même qui a réprimé son propre besoin de liberté. L'ami qui suscite l'envie pour ses réussites n'est peut-être que le reflet de notre propre potentiel inexploité. Toute relation est une étape symbolique, et l'autre en est à la fois acteur et miroir. Mais pourquoi cela nous bouleverse-t-il autant ? Parce que l'inconscient ne fait pas la distinction entre ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient. Lorsque nous projetons, nous croyons sincèrement que la source de notre malaise est extérieure. C'est pourquoi nous nous disputons, tombons amoureux et nous éloignons. Mais Jung disait que la véritable révolution se produit lorsque nous retirons la projection et nous demandons « Qu'est-ce qui vibre en moi devant ce miroir ? Quelle part de mon âme se révèle maintenant ?» Ce mouvement exige du courage, car il implique d'admettre que l'autre n'a fait que dévoiler quelque chose qui était déjà nôtre. Il est curieux de constater que les rencontres les plus mémorables surviennent souvent à des moments inattendus. Vous vaquez à vos occupations quotidiennes, croyant que tout est sous contrôle, et soudain, quelqu'un surgit et ébranle vos fondations. Il peut s'agir d'un coup de foudre soudain, d'une rivalité intense ou d'une amitié immédiate. L'impact est si fort qu'il semble inexplicable. Mais pour Jung, c'est précisément la preuve que la synchronicité continue de fonctionner. L'inconscient choisit le moment opportun pour nous tendre le miroir dont nous avons besoin. Et ce miroir apparaît presque toujours au moment où nous sommes le moins préparés, car c'est seulement alors que nous pouvons être véritablement ébranlés. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, l'étrange sensation que quelqu'un soit entré dans votre vie pour occuper un rôle précis, même si vous l'ignorez. Ce n'est pas une question de logique, mais de ressenti. Quelque chose en vous en perçoit l'impact. Et le plus perturbant, c'est que souvent, ce n'est pas quelqu'un qui apporte la paix, mais quelqu'un qui provoque le conflit. Cette personne peut être irritante, difficile, voire douloureuse. Mais si nous regardons les choses avec le regard de Jung, nous voyons que l'inconfort n'est pas une punition, c'est une révélation. L'autre révèle, bien qu'involontairement, la part de nous-mêmes qui a encore besoin d'être reconnue et guérie. Le miroir humain n'est pas neutre. Il peut être clair et bienveillant, reflétant ce que nous connaissons et apprécions déjà. Mais il peut aussi être déformé, cruel et inconfortable,
révélant ce que nous cachons même à nous-mêmes. Le défi n'est pas de briser le miroir, ni de fuir l'image, mais d'apprendre à la déchiffrer. Jung disait que l'ombre ne perd son pouvoir que lorsqu'on l'affronte. Tant que nous la nions, elle domine nos relations, se projetant sur tous ceux qui croisent notre chemin. Lorsque nous la reconnaissons, elle s'intègre, et l'autre cesse d'être un ennemi pour devenir un maître. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez essayé de changer quelqu'un qui vous dérangeait. Combien de fois l'avez-vous blâmé, critiqué, rejeté, croyant que le problème venait de l'extérieur? Et si, en réalité, chacune de ces personnes vous tendait simplement un miroir? Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre ce reflet, vous vous tourniez vers l'intérieur et vous demandiez « Qu'est-ce qui en moi a besoin d'être vu maintenant ?» C'est la clé du processus d'individuation, le chemin vers la plénitude. Et ce chemin commence presque toujours par des rencontres qui semblent inconfortables. Les miroirs de l'âme ne choisissent ni le temps ni le lieu. Ils apparaissent dans la file d'attente du supermarché, dans une remarque inattendue, lors d'une réunion de travail, dans une conversation banale. Parfois, une seule phrase suffit à réveiller tout un univers intérieur. L'autre personne ignore l'impact qu'elle a eu, mais on a l'impression d'avoir reçu un message secret. C'est le pouvoir symbolique de la projection, transformer le quotidien en révélation. Et, si nous y prêtons attention, nous verrons que la vie est une scène remplie de ces signes. Mais il y a aussi un côté dangereux. Refuser de reconnaître ces projections, c'est risquer de se perdre dans leurs reflets. Combien de passions obsessionnelles naissent du désir de posséder chez autrui ce que l'on ne reconnaît pas en soi? Combien de guerres personnelles éclatent parce que l'on rejette l'idée que l'ennemi extérieur n'est que le reflet de l'ombre intérieure? Jung nous avertissait que projeter sans conscience, c'est vivre aveuglément, réagir au monde sans se rendre compte que l'on lutte contre des parties de soi-même. La conscience, cependant, nous redonne notre pouvoir, au lieu d'être esclaves de projection, nous pouvons être des explorateurs de symboles. Et là, l'inévitable question se pose, qui, aujourd'hui, sert de miroir à votre vie? Qui éveille en vous des émotions disproportionnées? Qui provoque fascination ou irritation sans raison apparente? Peut-être connaissez-vous déjà la réponse, et peut-être est-ce douloureux. Mais cette douleur est aussi la porte d'entrée vers un nouveau niveau de conscience. Car c'est dans l'inconfort que l'ombre se révèle, et c'est dans ce miroir que l'individuation commence. Jung croyait qu'il n'existe pas de rencontre neutre. Chaque personne que nous croisons porte en elle la possibilité de nous révéler quelque chose. À nous de décider si nous voyons ou si nous restons aveugles. Mais une chose est sûre, une fois que nous comprenons la fonction des miroirs vivants, nous ne regardons plus jamais les relations de la même manière. Elles cessent d'être de simples liens affectifs ou sociaux pour devenir des rituels symboliques, ouvrant les portes du mystère de l'âme. Et c'est précisément ici que surgit l'appel suivant. Si les miroirs humains révèlent tant de choses sur nous-mêmes, comment l'univers confirme-t-il que ces rencontres ne sont pas le fruit de notre imagination? Comment distinguer un reflet fugace d'un signe authentique? C'est ici que Jung nous invite à approfondir encore davantage le langage de l'inconscient, où symboles, rêves et répétitions commencent à révéler la trame secrète de la vie. Il y a des moments où la vie semble nous parler à voix basse, comme si elle nous envoyait des messages codés par le biais de coïncidences, d'images et de répétitions. C'est à ce moment-là que Carl Jung nous invite à plonger dans l'univers symbolique, un espace où rien n'est littéral et tout est métaphore. Il nous rappelle que l'inconscient n'utilise pas de mots directs, mais son propre langage, fait d'images, de rêves et de signes qui, à première vue, semblent banals, mais se révèlent chargés de sens lorsqu'on les examine de plus près. Ce langage n'est pas nouveau, il est aussi vieux que l'humanité. Les premiers mythes, les peintures rupestres, les rituels des peuples ancestraux, tout était déjà une tentative de déchiffrer les symboles que la vie projette. Jung a récupéré cette sagesse oubliée et l'a traduite en psychologie. Imaginez que vous voyez la même image se répéter à différents endroits. Un papillon bleu apparaît dans une vitrine, puis dans un dessin d'enfant, puis dans une publicité télévisée. Au début, vous pensez à une coïncidence, mais en y prêtant attention, vous comprendrez que cette répétition est porteuse d'une invitation. Peut-être est-ce un symbole de transformation, peut-être un rappel que quelque chose en vous a besoin de se libérer. L'univers parle par symbole, car il pénètre l'esprit rationnel et atteigne directement l'âme. Vous pouvez même ignorer le papillon, mais le sentiment que quelque chose est là continue de vibrer. C'est cet écho qui fait la différence entre un hasard vain et une synchronicité pleine de sens. Et combien d'entre nous prêtent réellement attention à ces détails? Combien de messages passent inaperçus parce que nous sommes trop distraits, trop pressés, vivant en pilotage automatique? Le langage symbolique ne crie pas, n'envahit pas, n'exige rien. Il murmure. À nous de faire taire le bruit de la hâte et d'écouter. Que se passerait-il si vous commenciez à noter chaque étrange répétition, chaque coïncidence récurrente, chaque rêve qui persiste à revenir? Découvririez-vous un schéma caché qui guide votre vie?
Ce qui nous intrigue le plus, c'est que ces signes apparaissent souvent dans les moments de crise ou de transition. C'est lorsque nous sommes vulnérables, ouverts et incertains que l'inconscient semble trouver l'espace pour se manifester. Avez-vous déjà remarqué comment les rêves s'intensifient en période de changement? Comment les petits détails du quotidien prennent du poids? Cela se produit parce que la psyché sait que nous sommes prêts à entendre quelque chose que nous ignorions auparavant. Et c'est dans cet espace de fragilité que les symboles émergent avec plus de force, comme des phares brillants dans l'obscurité. Un exemple courant, une personne sur le point d'emménager dans une nouvelle ville se met à rêver sans cesse de train, de route et de voyage. Une autre, confrontée à un dilemme émotionnel, se met à voir constamment des couples, des chansons d'amour et des films sur la séparation. La coïncidence n'est qu'apparente. Ce que Jung appellerait le langage de l'inconscient est à l'œuvre, reflétant à l'extérieur ce qui palpite déjà en elle. C'est comme si le monde extérieur devenait un miroir grossissant du monde intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé si, au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, il ne serait pas préférable d'interpréter les signes que la vie elle-même vous offre? Et si chaque rencontre, chaque détail, faisait partie d'une conversation secrète entre vous et l'univers? Et si les rêves que vous considérez comme absurdes étaient en réalité des messages codés pour guider votre voyage? Jung croyait que les rêves étaient la voie royale vers l'inconscient. Ils ne sont pas de simples vestiges de la mémoire, mais des récits symboliques révélant des aspects cachés de l'âme. Rêver de chute, par exemple, peut révéler une insécurité ou la peur de perdre le contrôle. Rêver de maison peut refléter différents niveaux de la psyché, chaque pièce symbolisant un aspect de la vie intérieure. Mais les rêves ne parlent jamais directement, car l'inconscient utilise l'imagerie pour préserver le mystère et défier le conscient à le déchiffrer. C'est pourquoi les rêves peuvent être inconfortables, perturbants, voire effrayants. Ils révèlent ce que l'esprit éveillé refuse de voir. Pensez à un moment où vous vous êtes réveillé après un rêve étrange et n'avez pas pu vous défaire de ce sentiment, même sans comprendre ce qui s'était passé. C'est le signe que le rêve n'était pas un hasard, mais qu'il portait un message. Nombreux sont ceux qui racontent avoir rêvé de quelqu'un avant même de l'avoir rencontré, comme si leur âme pressentait une rencontre future. Pour Jung, il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une synchronicité manifestée dans le monde du rêve. L'inconscient, libéré des barrières de la raison, anticipe des symboles qui se matérialisent plus tard dans la vie quotidienne. Et le plus surprenant, c'est que lorsqu'on commence à prendre ses rêves au sérieux, ils s'intensifient, comme si l'inconscient reconnaissait que l'on est enfin prêt à l'écouter. Combien de fois avez-vous rejeté un rêve parce que vous le trouviez absurde, sans imaginer qu'il détenait la clé de ce que vous cherchiez à comprendre? Combien de réponses avez-vous laissées de côté parce que vous n'aviez pas appris le langage des symboles? Un autre point fascinant est la façon dont les symboles transcendent l'expérience individuelle et s'intègrent au collectif. Le serpent, par exemple, apparaît dans les mythologies de différents peuples comme une représentation à la fois de la transformation, de la guérison et du danger. Le feu peut être perçu comme une destruction ou une illumination. Ces symboles sont des archétypes, des images universelles qui peuplent l'inconscient collectif. Lorsqu'ils apparaissent dans nos rêves ou lors de coïncidences quotidiennes, ils évoquent non seulement notre histoire personnelle, mais aussi quelque chose de bien plus vaste, qui résonne avec l'humanité tout entière. Jung croyait qu'en déchiffrant les symboles, nous parvenons non seulement à nous comprendre nous-mêmes, mais aussi à accéder aux couches profondes de l'esprit humain qui se transmettent de génération en génération. Imaginez, par exemple, rêver d'une tempête. Pour vous, cela peut simplement représenter une peur récente, mais à un autre niveau, la tempête est porteuse de significations séculaires, le chaos primordial, la colère des dieux, la purification de l'âme. C'est là le pouvoir du symbole, être à la fois personnel et collectif, intime et universel. Lorsqu'un même symbole apparaît à répétition, il agit comme une clé qui ouvre des portes intérieures. Mais combien de portes avez-vous laissé fermer parce que vous n'aviez pas confiance en la valeur de l'image symbolique? Et si, au lieu d'ignorer les symboles, vous commenciez à les considérer comme des lettres issues d'une dimension plus profonde de la réalité? Et si chaque répétition était une réponse à une question que vous ignoriez même vous poser? Ce qui différencie la synchronicité d'une simple coïncidence, c'est précisément son impact émotionnel. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais celle qui fait vibrer quelque chose en vous. Un mot qui vous touche profondément, une scène qui vous fait frissonner, une rencontre qui fait battre votre cœur. Jung disait que cet impact est le sceau de l'inconscient, le signe que le symbole a été déclenché pour nous éveiller. L'univers peut parler par métaphore, mais l'âme reconnaît immédiatement quand on l'appelle. C'est pourquoi il est inutile de demander à quelqu'un d'autre la signification de votre rêve ou de votre signe, vous seul pouvez en ressentir le poids. Combien de signes ont frappé à votre porte sans que vous les ouvriez? Combien de fois la vie a-t-elle tenté d'attirer votre attention et vous avez continué à la suivre aveuglément, coincé dans la routine, comme si de rien n'était?
Les symboles ne vous demandent pas de croire, ils vous demandent d'observer. C'est l'observation attentive qui transforme le quotidien en une expérience mystique. Le papillon, le nombre qui se répète, le visage qui apparaît dans les rêves, tous peuvent être des portes d'accès à une conscience élargie. Mais pour y parvenir, nous devons abandonner la vision cynique qui rejette tout comme le fruit du hasard. Jung ne nous demandait pas une foi aveugle, mais une ouverture de perception. Un symbole n'a pas besoin de preuves scientifiques pour être réel, car sa réalité réside dans l'effet qu'il produit sur nous. Il est vrai dans la mesure où il nous transforme. Et si votre vie était déjà pleine de symboles qui n'attendaient que votre attention? Et si la réponse à votre plus grande question se trouvait déjà dans un détail que vous aviez négligé? Les anciens le savaient. Ils lisaient des signes dans les étoiles, dans les nuages, dans les mouvements des animaux. Ils comprenaient que la nature est un livre sacré et que l'univers communique à travers lui. Jung, en ravivant cette vision, a montré que ce même langage demeure actif aujourd'hui, mais que c'est nous qui avons perdu la capacité d'entendre. Pourtant, la psyché trouve des moyens de persister, dans les rêves, dans les répétitions, dans les rencontres improbables. Tout ce qui nous entoure peut devenir un oracle si nous sommes prêts à l'interpréter. C'est l'invitation de la vie symbolique, prendre conscience que nous ne marchons pas dans un monde inerte, mais dans une réalité vivante, chargée de messages cachés. Le prochain signe peut apparaître dans une chanson jouée au bon moment, dans un mot prononcé par un inconnu, dans une image qui revient dans les endroits les plus inattendus. Ce qui pour certains semble être un hasard, pour ceux qui s'éveillent, est une révélation. Et la différence réside seulement dans la volonté de regarder. Et si le prochain détail que vous voyez aujourd'hui était exactement la clé manquante pour comprendre votre propre histoire? Jung nous rappelle que rien n'est trop petit en matière de symboles. Le plus petit geste peut être porteur d'une signification immense. Un symbole est comme une graine. En soi, il semble insignifiant, mais une fois planté dans l'âme, il peut s'épanouir et se transformer. C'est le grand tournant, comprendre que le langage symbolique n'est pas quelque chose de lointain, réservé aux mystiques ou aux philosophes. Il est présent à chaque pas, à chaque respiration. Il suffit d'apprendre à le déchiffrer. Il y a des moments où, en regardant quelqu'un dans les yeux, nous ressentons une étrange familiarité, comme si nous nous étions déjà rencontrés dans un lieu que nous ne parvenons pas à situer. Il ne s'agit pas seulement de sympathie, ni d'une simple affinité. C'est quelque chose de plus profond, presque viscéral, qui traverse le corps comme une reconnaissance silencieuse. Carl Jung pensait que ce phénomène n'était ni une illusion ni une coïncidence, mais l'expression d'une mémoire ancienne issue de l'inconscient collectif. Il disait que l'âme détient des archives bien au-delà de la vie personnelle, comme si chaque être humain portait en lui l'héritage de siècles d'expériences humaines. C'est pourquoi, face à certains visages ou gestes, nous éprouvons l'étrange sensation de retrouvailles. Nous ne voyons pas seulement une personne, nous touchons un symbole vivant qui a toujours habité notre psyché. Imaginez, par exemple, rencontrer quelqu'un par hasard lors d'un voyage, après seulement quelques minutes de conversation, avoir l'impression d'avoir déjà partagé une vie avec cette personne. La logique ne peut l'expliquer. Vous n'avez pas d'histoire commune, vous n'avez pas de passé commun, mais le sentiment est celui de retrouvailles. Cette expérience, que beaucoup qualifient de déjà-vu ou de reconnaissance de l'âme, est considérée par la psychologie des profondeurs comme une manifestation des archétypes. Les archétypes sont des formes universelles qui façonnent nos expériences et s'expriment dans les mythes, les rêves et les relations. Lorsqu'une personne éveille en nous un sentiment de proximité inexplicable, c'est qu'elle incarne un archétype déjà présent dans notre inconscient. Cette sensation peut être envoûtante, mais aussi effrayante, car elle perturbe des structures que la raison ne peut contrôler. Une histoire curieuse nous vient de personnes qui affirment avoir rencontré des inconnus dans des aéroports, des cafés ou des files d'attente au supermarché et qui, en quelques minutes, ont eu le sentiment d'être en présence de quelqu'un d'essentiel. Une femme a raconté avoir rencontré un homme dans un wagon de train en Allemagne. La conversation n'a duré que 2 heures, mais elle a décrit cette sensation comme s'il s'agissait de vieilles connaissances. Des années plus tard, en relisant son journal, elle s'est rendue compte qu'elle avait rêvé du même visage à plusieurs reprises des mois auparavant. Coïncidence? Jung dirait non. Il parlerait de synchronicité, agissant en conjonction avec l'inconscient collectif, préparant la psyché aux retrouvailles. Ce type d'expérience montre comment l'esprit, au plus profond de lui-même, semble savoir des choses que la conscience n'a pas encore saisies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont un impact immédiat sur nous tandis que d'autres, même après des années, passent presque inaperçues? Pourquoi certaines rencontres semblent-elles vouées à ébranler nos fondations tandis que d'autres se contentent d'occuper le quotidien? Pour Jung, cette différence n'est pas fortuite. Les rencontres qui éveillent des sentiments profonds s'inscrivent dans un schéma plus vaste, un récit invisible qui relie nos vies à un au-delà du présent.
Il existe des témoignages historiques qui semblent confirmer cette idée. Napoléon Bonaparte, par exemple, rapportait dans ses lettres qu'il croyait rencontrer des gens lors de batailles et de réunions comme s'il avait combattu ou régné à leur côté à une autre époque. L'écrivain Goethe a décrit un épisode où, marchant sur une route de campagne, il s'est retrouvé à un âge différent, vêtu d'autres vêtements. Peu après, en revenant par le même chemin, il portait exactement les mêmes vêtements qu'il avait vus. Ces récits de déjà-vu ou de prévision ne sont pas rares. Dans toutes les cultures, on trouve des histoires de personnes qui ont pressenti des rencontres ou reconnu des âmes bien avant de les croiser consciemment. Mais comment expliquer cela sans tomber dans un mysticisme creux? Jung avançait que l'inconscient collectif est le grand réservoir de souvenirs, de symboles et d'images héritées de l'humanité. Il comparait l'inconscient à une rivière souterraine qui coule sous toutes les vies. De temps à autre, dans des moments d'ouverture ou de fragilité, cette rivière affleure et fait surgir à la conscience des fragments de souvenirs qui ne sont pas seulement les nôtres, mais ceux de l'espèce entière. C'est comme si nous portions en nous l'écho de vies passées, d'histoires anciennes, d'expériences collectives. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui réveille cet écho, nous ressentons de la reconnaissance. Pensez au sentiment de familiarité que nous éprouvons en écoutant certaines chansons ou en visitant des lieux inconnus. Certains décrivent des frissons à l'entrée de temples antiques, de châteaux médiévaux ou de paysages naturels qui nous semblent familiers. Jung pensait que ces lieux et ces sons touchent directement les archétypes de l'inconscient collectif, activant des souvenirs qui n'appartiennent pas à nos vies individuelles, mais au corps de l'humanité. Il en va de même pour les personnes. Elles peuvent porter en elles un archétype si puissant qu'à leur approche, elles réveillent en nous ce même écho ancestral. Ce qui est fascinant, c'est que cette reconnaissance ne s'accompagne pas toujours de paix. Elle suscite souvent peur, rejet, voire répulsion. Certains disent, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas faire confiance à cette personne. Le mystère réside dans le fait que, plutôt que de refléter des affinités agréables, l'autre peut refléter des souvenirs douloureux ou des aspects sombres de la psyché. Ce type de rencontre est également significatif. Il montre que l'inconscient nous reconnecte non seulement à la lumière, mais nous invite aussi à affronter nos blessures profondes. Les retrouvailles des âmes ne sont pas seulement romantiques ou inspirantes, elles sont aussi troublantes et transformatrices. Et si chaque personne que vous rencontrez était, d'une manière ou d'une autre, porteuse de vieux souvenirs à revisiter? Et si les rencontres qui vous dérangent le plus étaient en réalité les plus nécessaires à votre évolution? Jung a observé, au fil de décennies d'analyse, que les patients rapportaient fréquemment des rêves de personnes inconnues qui, peu après, apparaissaient concrètement dans leur vie. Ces rêves, disait-il, fonctionnent comme une préparation psychique à des rencontres destinées à provoquer un changement. On rapporte des cas d'hommes et de femmes ayant rêvé de visages spécifiques, des mois plus tard, rencontrer ces mêmes personnes, souvent dans des situations improbables. Ce phénomène ne s'explique pas par le hasard, mais il prend tout son sens si l'on considère la psyché comme un champ d'information plus vaste que celui que l'esprit conscient peut percevoir. Il est intéressant de noter que les cultures anciennes évoquaient déjà ce phénomène en termes spirituels. Les peuples autochtones d'Amérique croient que les âmes voyagent en rêve pour rencontrer ceux avec qui elles entretiennent des liens anciens. Dans l'hindouisme, on retrouve l'idée de samskara, des empreintes psychiques laissées par des vies antérieures qui influencent les rencontres présentes. Dans la Grèce antique, Platon décrivait le mythe de l'âme divisée, en quête incessante de son autre moitié. Jung a réinterprété tous ces récits en psychologie, montrant que, malgré des termes différents, l'expérience humaine est la même, le sentiment que les rencontres avec certaines personnes s'inscrivent dans une intrigue plus vaste qui transcende le temps et l'espace. Mais sommes-nous prêts à gérer l'impact de cette reconnaissance? Car lorsqu'elle se produit, elle laisse rarement les choses en l'état. Souvent, une réunion d'âmes agit comme un catalyseur de changement radical. Des personnes abandonnent leur carrière, déménagent et rompent d'anciennes relations, car elles ont le sentiment qu'une nouvelle connexion redéfinit tout le sens de leur vie. C'est comme si l'inconscient leur disait, il est temps de prendre un nouveau chemin, et cette personne était le signe qu'il vous fallait pour vous y engager. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans ces rencontres, et leur beauté réside peut-être précisément dans leur impossibilité de les expliquer pleinement. Elles nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout, qu'il existe une dimension de la vie qui échappe à notre contrôle. Cette dimension est le lieu de l'archétype, de l'inconscient collectif et du destin qui se déroule. En acceptant cela, nous cessons de voir le monde comme un espace mécanique et comme un champ vivant, où chaque rencontre est porteuse d'une possibilité de transformation. Et si la prochaine personne que vous rencontrerez détenait en elle la clé d'un aspect oublié de votre âme? Et si cette sensation de déjà-vu n'était pas un trou de mémoire, mais le véritable souvenir de quelque chose qui appartient à l'humanité tout entière? Jung disait que les rencontres importantes sont planifiées par les âmes avant même que les corps ne se rencontrent. Cette phrase, qui semble poétique,
recèle une profonde vérité psychologique. L'inconscient, en se connectant à l'inconscient collectif, semble savoir ce que nous devons vivre avant que la conscience ne le réalise. Lorsque deux personnes se rencontrent et ressentent l'étrange force des retrouvailles, c'est parce que, d'une certaine manière, leurs âmes se sont déjà reconnues. Et le but de cette rencontre n'est pas le hasard, mais l'évolution. Ce que nous faisons de ces retrouvailles est notre choix. Nous pouvons les ignorer, les considérant comme des coïncidences sans importance. Nous pouvons nous y accrocher trop fermement, croyant qu'elles représentent une promesse éternelle. Ou nous pouvons accepter que leur valeur ne réside pas dans leur durée, mais dans leur impact. Certaines retrouvailles sont faites pour durer, d'autres simplement pour nous réveiller et nous faire avancer. Mais elles portent tout en elles la marque de l'inconscient collectif, le rappel que nous ne marchons pas seuls, mais que nous faisons partie d'une histoire bien plus vaste que nous-mêmes. Et ainsi, le récit perdure. Chaque personne qui nous touche profondément est un symbole, un souvenir, un miroir. Chaque rencontre est une nouvelle page écrite par la psyché en dialogue avec l'univers. Et lorsque nous nous autorisons à vivre cette expérience consciemment, nous commençons à voir non seulement des individus, mais des âmes qui se croisent, se reconnaissent et se transforment mutuellement. Il y a des rencontres qui nous éclairent et nous apaisent, mais il y en a aussi qui nous placent devant un miroir cruel, un miroir qui reflète ce que nous aimons le moins voir en nous-mêmes. Ce sont des personnes qui nous déséquilibrent, qui suscitent colère, jalousie, insécurité ou qui provoquent en nous un malaise inexplicable. Et c'est précisément dans ces moments-là que Carl Jung disait que nous sommes confrontés à l'ombre. L'ombre n'est pas quelque chose d'extérieur, ni une malédiction qui nous est lancée, mais plutôt la part de notre psyché que nous refoulons, cachons et nions. C'est tout ce que nous n'acceptons pas en nous et que, par conséquent, nous projetons sur les autres. Chaque fois que quelqu'un nous perturbe de manière disproportionnée, c'est parce qu'il a touché précisément cette zone cachée. C'est inconfortable, mais c'est aussi la plus puissante invitation à grandir. Pensez à un moment où quelqu'un a dit quelque chose d'apparemment simple et qui a déclenché en vous une colère immense. C'était peut-être une remarque banale, mais elle vous a blessé comme une plaie ouverte. À ce moment-là, votre première réaction est de blâmer l'autre, de croire qu'il est le problème. Mais si vous vous arrêtez et regardez honnêtement, vous réaliserez que cette phrase n'avait tant de pouvoir que parce qu'elle résonnait avec quelque chose de déjà présent en vous. Jung disait que l'ombre est comme une pièce obscure dans notre intérieur. Plus nous évitons d'y entrer, plus elle devient mystérieuse et menaçante. Mais lorsque nous rallumons enfin la lumière, nous réalisons qu'il n'y avait pas de monstre, juste des parties oubliées de nous-mêmes. Et n'est-il pas curieux de voir comment les personnes qui nous influencent le plus semblent entrer dans nos vies à des moments décisifs ? C'est comme si l'univers choisissait précisément au moment où nous pensions être en sécurité celui qui brise toutes nos défenses. Ce pourrait être un collègue qui expose nos insécurités, un partenaire qui réveille nos besoins les plus profonds, un ami qui révèle notre envie. Au début, nous résistons, nous nous battons, nous essayons de fuir. Mais si nous avons le courage d'approfondir notre regard, nous verrons que cette personne n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Elle nous révèle le côté que nous essayons de cacher, même à nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de gérer certains comportements chez les autres ? Pourquoi certaines attitudes nous irritent-elles immédiatement tandis que d'autres passent inaperçues ? Souvent, ce que nous condamnons le plus chez les autres est précisément ce que nous nions en nous-mêmes. Juger quelqu'un d'arrogant revient peut-être à nier notre propre vanité. En colère contre quelqu'un d'un peu trop sûr de lui, nous projetons peut-être notre propre insécurité. Ce mécanisme n'est pas conscient, mais il se manifeste avec force dans nos relations. Et c'est là toute la tension, l'autre, sans le savoir, devient le gardien de notre ombre. Jung a rapporté dans ses analyses que les conflits les plus graves des patients ne provenaient pas d'ennemis déclarés, mais de leurs proches, partenaires amoureux, membres de la famille, amis proches. Précisément parce que ces liens permettent à l'ombre de se révéler avec plus de force. Personne ne nous affecte plus que ceux qui connaissent nos vulnérabilités. Et, paradoxalement, ils détiennent les clés de notre développement. C'est à travers les disputes, les tensions et les crises que l'ombre se manifeste le plus clairement. Mais que faire ? La plupart des gens tentent de fuir. Nous rompons des relations, rompons des liens et changeons d'environnement, croyant que cela nous aidera à échapper à la douleur. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle change simplement d'apparence et réapparaît à la prochaine réunion, à la prochaine relation, au prochain patron. Tant que nous ne nous inspirons pas de l'intérieur, le schéma se répète. Combien de fois avez-vous vécu des situations similaires avec différentes personnes ? C'est le signe le plus clair que l'ombre demande à être affrontée. Et si, au lieu de fuir, vous commenciez à utiliser ces rencontres comme des miroirs ? Et si, au lieu de blâmer l'autre, vous vous demandiez « Qu'est-ce que cette personne me révèle de moi-même ?» C'est le changement que propose Jung. L'ombre cesse d'être un ennemi pour devenir un guide.
La douleur cesse d'être une punition pour devenir une invitation. Bien sûr, cela ne signifie pas accepter les abus ou persister dans des situations destructrices, mais plutôt reconnaître que chaque impact est porteur d'un message. Certains décrivent le processus d'affrontement avec l'ombre comme une traversée d'un tunnel obscur. Au début, tout semble menaçant, étouffant. Mais, petit à petit, notre regard s'habitue à l'obscurité et nous commençons à distinguer des formes. Nous découvrons que ce qui semblait être un monstre n'était qu'une partie de nous-mêmes réclamant notre attention. L'insécurité révèle notre besoin d'affirmation, la colère révèle notre énergie créatrice refoulée, l'envie révèle des désirs que nous avons laissés sommeiller. Chaque aspect, aussi douloureux soit-il, recèle une graine de pouvoir. C'est pourquoi Jung disait que l'or se trouve au plus profond de l'âme. Les relations amoureuses en sont un parfait exemple. Nous cherchons souvent chez notre partenaire ce qui nous manque en nous-mêmes. Au début, cette projection crée charme et fascination. Mais, avec le temps, elle génère de la frustration, car l'autre ne correspond plus à l'image que nous nous sommes donnée. C'est alors que les conflits surgissent. La passion qui semblait parfaite cède la place à d'intenses disputes. Si nous ne comprenons pas que ce qui est en jeu est notre ombre, nous rejetons la faute sur notre partenaire et répétons le cycle dans une autre relation. Mais si nous reconnaissons cette projection, la relation peut se transformer en un espace de découverte de soi. L'autre cesse d'être idéalisé et commence à être perçu dans son humanité, tandis que nous nous rapprochons de qui nous sommes vraiment. Avez-vous déjà vécu ce cycle d'enchantement et de déception dans une relation ? Avez-vous remarqué comment l'intensité initiale cède souvent la place à des crises apparemment inexplicables ? Ce mouvement n'est pas un échec, il fait partie du processus. Jung affirmait que l'individuation, le chemin vers la plénitude, ne se produit que lorsque nous éliminons les projections et intégrons l'ombre. Cela exige de l'humilité, car il est plus facile de blâmer l'autre que d'admettre que la blessure est en nous. Mais lorsque nous avons le courage de l'admettre, quelque chose change profondément. La relation cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ de croissance. Et même lorsque la relation prend fin, la transformation demeure. Le plus difficile est que l'ombre apparaît non seulement dans des situations intimes, mais aussi dans de grands collectifs. Jung a observé comment des sociétés entières projettent leur ombre sur des groupes, des peuples ou des idéologies. Ce que nous condamnons farouchement chez les autres en tant que société est souvent ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Guerre, persécution et préjugés naissent du refus de reconnaître l'ombre collective. Tout comme chez l'individu, elle se manifeste jusqu'à ce qu'elle soit intégrée. Mais revenons à l'aspect personnel. Chaque fois que vous ressentez un inconfort disproportionné, rappelez-vous, il y a l'ombre. Bien sûr, cette reconnaissance ne dissipe pas immédiatement la douleur, mais elle ouvre une porte. La colère, auparavant inutile, peut se transformer en énergie pour agir. La jalousie peut signaler le besoin de renforcer sa confiance en soi. L'envie peut devenir une source d'inspiration pour atteindre ses désirs. Tout dépend de la façon dont on choisit de la gérer. L'ombre n'est pas forcément un ennemi. Elle peut être une force de transformation. Et n'est-il pas curieux de constater qu'après avoir traversé une crise intense avec quelqu'un, nous prenons souvent du recul et réalisons que nous avons davantage grandi durant cette période que durant des années de stabilité ? En réalité, l'ombre, une fois reconnue, ouvre la voie à une prise de conscience accrue. Elle nous fait sortir de notre zone de confort et nous force à évoluer. Sans elle, nous resterions prisonniers d'illusions et de masques. Mais il y a un point qu'il faut souligner. Toute relation qui révèle une ombre n'est pas forcément vouée à durer. Certaines personnes entrent dans notre vie uniquement pour allumer cette lumière inconfortable, puis s'en vont. Au début, cela peut être ressenti comme une perte ou un rejet. Mais du point de vue de Jung, mission accomplie. La valeur de la connexion ne réside pas dans le temps, mais dans la transformation. L'autre personne nous a montré ce que nous avions besoin de voir, et maintenant le voyage continue. Combien de personnes ont traversé votre vie, laissant de profondes leçons, même si leur collaboration a été brève ? Combien de fois l'impact d'une personne restée peu de temps a-t-il été plus grand que celui de personnes restées des années ? Ces expériences nous rappellent que nous ne maîtrisons pas le moment de nos rencontres, mais que nous pouvons choisir ce que nous en faisons. L'ombre qui se révèle peut être ignorée ou intégrée. Ce choix détermine si nous continuons à répéter les schémas ou si nous devenons plus complets. Et lorsque nous choisissons d'intégrer, quelque chose change non seulement en nous, mais dans toutes nos relations futures. Nous commençons à rechercher des liens plus authentiques, non fondés sur des projections, mais sur une présence réelle. Et nous arrivons ici à un tournant fondamental. Si jusqu'ici nous avons parlé de l'ombre comme d'une source de souffrance, il nous faut reconnaître qu'elle recèle aussi des trésors. En elle se cachent des talents que nous réprimons par peur, des désirs que nous étouffons par honte, des forces que nous dissimulons pour être acceptés.
En intégrant l'ombre, nous découvrons qu'une grande partie de notre potentiel réside précisément dans cette zone d'ombre. L'artiste caché, le leader étouffé, l'amant retenu, tous vivent dans l'ombre, attendant d'être libérés. L'intégration n'est pas seulement une guérison, c'est une révélation de pouvoir. C'est pourquoi les rencontres intenses, celles qui nous bouleversent, sont si précieuses. Elles sont des portes d'accès à cette révélation. Sans elles, nous n'aurions peut-être jamais eu le courage de pénétrer dans les profondeurs de l'âme. Mais, poussés par la douleur, nous finissons par découvrir la lumière cachée. Jung croyait que tel était le véritable but de l'ombre, non pas nous emprisonner, mais nous transformer. Et si, au lieu de résister, vous commenciez à être reconnaissant envers ces personnes qui vous ont causé du mal-être? Et si vous les considériez non pas comme des ennemis, mais comme des guides? C'est la clé du voyage. Reconnaître que l'ombre n'est pas une malédiction, mais une invitation. Que chaque confrontation est une chance d'intégration. Que chaque douleur est un portail vers une version plus complète de soi-même. Il ne s'agit pas de romancer la souffrance, mais de comprendre qu'elle peut être un outil de croissance. C'est ce qui transforme la vie en un voyage conscient. Et c'est là que réside la tension qui nous prépare à la conclusion. Car, s'il est vrai que chaque rencontre a une valeur symbolique et que l'ombre nous guide vers l'individuation, une question demeure: que se passe-t-il lorsque ces personnes qui nous ont tant transformés disparaissent? Comment gérer l'absence après tant d'intensité? C'est à ce stade que le cheminement de Jung nous mène à l'étape finale, comprendre que le but des liens n'est pas de durer éternellement, mais de provoquer une transformation nécessaire. Nous avons atteint le point où toutes les pièces du voyage s'assemblent. Dès le début, nous avons parlé de rencontres apparemment fortuites qui, à la lumière de la psychologie de Carl Jung, se révèlent être des messages de l'inconscient et des signes de l'univers. Nous avons parlé de synchronicité, de miroirs vivants, de symboles et de rêves, de retrouvailles d'âme et de l'inévitable confrontation avec l'ombre. Il est maintenant temps de comprendre le but ultime de tout cela. Que faire de ces expériences? Comment les transformer en quelque chose qui change véritablement notre façon de vivre? Car reconnaître la profondeur de ces rencontres ne suffit pas si nous continuons à vivre de la même manière. Nous devons agir. Nous devons intégrer. Nous devons renaître. La vie ne nous envoie pas de personnes, de signes et de coïncidences simplement pour nous émouvoir. Ces phénomènes ont une fonction concrète, éveiller la conscience. Chaque personne qui croise notre chemin, chaque coïncidence significative, chaque rêve qui nous laisse perplexes, nous appelle à une plénitude plus grande. Et être entier, pour Jung, signifie expérimenter le processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, sans masque ni illusion. Tel est le but ultime des rencontres qui nous marquent, révéler des parts cachées de nous-mêmes et nous forcer à intégrer ce qui a été dispersé. On pense souvent que la valeur d'une relation réside dans sa durée. On souhaite qu'elle dure éternellement. Mais Jung nous révèle une vérité dérangeante: l'importance d'une rencontre ne réside pas dans le temps, mais dans son impact. Une personne peut être présente dans votre vie quelques mois seulement et provoquer une transformation que personne d'autre n'a opérée depuis des années. D'autres peuvent rester des décennies sans pour autant toucher profondément votre âme. Le critère n'est pas la permanence, mais l'intensité du changement. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de mesurer les relations à leur durée et commençons à les reconnaître pour ce qu'elles éveillent en nous. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas ressentir de la douleur lorsqu'une personne s'en va. L'absence fait mal, le désir est réel. Mais la perspective change quand nous comprenons que le départ fait aussi partie du but. Parfois, dire au revoir est le dernier cadeau que cette personne nous offre, la chance d'avancer plus fort, plus conscient, plus complet. C'est un rappel que nous devons avancer seuls. Car, au final, personne n'est venu nous compléter. Ils sont venus nous montrer que nous portions déjà en nous ce que nous recherchions. Et lorsque cette leçon est apprise, le départ n'est pas une perte, mais une libération. Avez-vous déjà réfléchi au fait que les moments les plus douloureux de votre vie ont peut-être été ceux qui ont le plus contribué à votre évolution? Que cette séparation, cette déception, cette perte, ont peut-être ouvert la voie à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est la logique cachée de la vie, les rencontres viennent pour éveiller, les adieux pour consolider la transformation. Rien n'arrive par hasard, rien n'est perdu. Mais comment mettre cela en pratique? Comment transformer la théorie en expérience vécue? La première étape est l'attention. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux rencontres qui vous sortent de votre zone de confort. Notez vos rêves, observez les répétitions, remarquez les émotions disproportionnées que quelqu'un éveille en vous. Ne négligez rien comme une simple coïncidence. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela me révèle de moi-même? L'observation ouvre la voie à la conscience symbolique. La deuxième étape est le courage. Le courage d'affronter les ombres que ces rencontres révèlent. Il est facile d'admirer la beauté des autres,
mais difficile de reconnaître les blessures qu'ils révèlent en nous-mêmes. Pourtant, c'est le travail le plus transformateur que nous puissions accomplir. La prochaine fois que vous ressentirez de la colère, de l'envie ou de la peur devant quelqu'un, au lieu de fuir, demandez-vous, quelle part de moi-même se reflète ici? Que ai-je besoin de guérir? Cette simple question peut radicalement transformer votre façon d'interagir avec les autres. La troisième étape est l'intégration. Il ne suffit pas de reconnaître l'ombre, il faut l'accepter. Cela signifie accepter que nous sommes faits de lumière et d'obscurité, de vertu et de défauts, de force et de faiblesse. En acceptant cela, nous cessons de projeter sur les autres ce que nous refusons en nous-mêmes. Nous commençons à voir les autres avec plus de clarté, moins de jugement et plus de présence. La relation cesse d'être un lieu de projection et devient un espace de rencontre authentique. Et la quatrième étape est la gratitude. Reconnaissance envers chaque personne qui est entrée dans votre vie, même celles qui vous ont fait souffrir. Car elles ont toutes servi à quelque chose. Elles ont toutes contribué à votre individualité. Être reconnaissant ne signifie pas romancer la souffrance, mais reconnaître que, sans elles, vous n'auriez peut-être pas découvert les forces que vous possédez aujourd'hui. La gratitude transforme le poids des souvenirs en sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous adoptiez ce mode de vie? Si chaque rencontre était perçue comme un message? Si chaque crise était interprétée comme une opportunité d'intégration? Quel genre de personne deviendriez-vous si vous appreniez à voir l'ombre non pas comme un ennemi, mais comme un guide? L'impact serait immense. Vous commenceriez à vous connecter aux autres de manière plus profonde et plus authentique. Vous cesseriez de chercher quelqu'un pour combler vos vides et commenceriez à vous connecter par une véritable affinité. Vous commenceriez à valoriser l'intensité des expériences plus que leur durée. Et, surtout, vous cesseriez de vivre comme une victime du hasard et commenceriez à vivre comme un acteur conscient d'un projet plus vaste. C'est l'appel ultime de Jung, vivre en dialogue avec l'inconscient, reconnaître que la vie nous parle par des symboles, des rencontres et des adieux. Nous ne sommes pas à la dérive dans un univers indifférent, nous sommes immergés dans un ordre caché qui nous guide, pourvu que nous sachions l'écouter. Le but n'est pas d'éviter la douleur ni de garantir la permanence, mais de devenir toujours plus entier, toujours plus conscient, toujours plus humain. Et si l'on y réfléchit, n'est-ce pas ce que nous recherchons en toute chose? Nous voulons l'amour, mais ce que nous recherchons en réalité, c'est la réconciliation avec notre moi intérieur. Nous voulons la réussite, mais nous désirons la reconnaissance de notre valeur. Nous voulons la paix, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'intégrer la guerre intérieure qui nous habite. Tout ce que nous recherchons à l'extérieur est déjà en nous, et les rencontres ne sont que les outils qui nous le rappellent. Imaginez maintenant que chaque personne que vous rencontrerez à partir d'aujourd'hui soit considérée comme porteuse d'un message. Imaginez si, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commenciez à vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce simple changement de perspective pourrait ouvrir des horizons insoupçonnés. Et n'est-ce pas là la plus grande libération? Savoir que rien n'a été vain, que tout fait partie d'un processus, que même la douleur a un but. Quand on l'accepte, la vie prend une nouvelle couleur. On cesse d'avoir peur de l'avenir, car on comprend que chaque pas, chaque personne, chaque adieu, porte déjà en lui une leçon nécessaire. C'est la renaissance décrite par Jung, la transition d'une vie inconsciente, gouvernée par les projections et les répétitions, à une vie consciente, guidée par les symboles et les intégrations. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui en vaille vraiment la peine. Car, au final, nous ne sommes pas ici simplement pour survivre, mais pour devenir ce que nous avons toujours été par essence. Vous vous demandez peut-être, par où commencer? Commencez simplement. Choisissez un rêve à coucher sur papier, une coïncidence à observer, une contrariété à explorer. Nul besoin de tout comprendre immédiatement. Faites le premier pas, et l'inconscient fera le reste. À chaque symbole reconnu, chaque ombre intégrée, chaque gratitude pratiquée, vous vous rapprocherez de vous-même. Et rappelez-vous, rien, absolument rien, n'arrive par hasard. Si vous entendez ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que vous êtes prêt à regarder la vie différemment. C'est le signe que l'univers vous parle déjà. La question est, allez-vous l'écouter? Allez-vous lui répondre? Si ces idées vous ont touché de quelque manière que ce soit, si elles ont suscité réflexion ou émotion, je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent y accéder, laissez un commentaire pour partager vos expériences même anonymement, si vous préférez, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines plongées dans la psychologie profonde et la connaissance de soi. Chacun de vos gestes renforce cette communauté et entretient la flamme du dialogue que nous avons initié ici. Car, au final, nous sommes tous connectés, et chacun de vos pas éclaire aussi le chemin des autres.